Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux pour cette première table ronde de la journée que j'ai l'honneur de modérer. Et je remercie l'organisation et Raphaël aussi pour sa confiance. Nous avons aujourd'hui des panélistes de qualité dans un secteur qui peut parfois faire peur, hein, qui est celui du droit dans le Web3. Merci messieurs d'être présents aujourd'hui. Rapidement, petit tour de table. Donc, on a parmi nous Victor Charpia, qui est avocat au barreau de Paris depuis 2018 au cabinet Kramer-Levin, spécialisé en réglementation des actifs numériques et plus largement en réglementation bancaire et financière. On a Enguerrand, qui est tout de suite à ma gauche, qui a été juriste chez Meria et Descoin en 2022. Et il est actuellement élève avocat en formation, en stage au sein de Kramer-Levin, et il travaille avec Victor. Et on a maître Jérémy Astavola, avocat au barreau de Lyon, qui travaille au sein du cabinet Morel-Allard. Alors vous êtes spécialisé notamment dans les procédures collectives, mais vous avez une véritable passion et une véritable énergie pour la technologie blockchain. Vous êtes également à l'initiative d'un meet-up lyonnais qui permet de donner la parole aux porteurs de projets et parfois même qui réunit des gens en dehors du département, juste de notre petite ville de Lyon. Et rapidement pour me présenter, donc Julien Sirten, JSE Capital, donc société de conseil et de formation auprès des particuliers et des entreprises, également investisseurs et business angels dans différents projets Web3. J'ai mon stand qui est juste de l'autre côté de la paroi, donc surtout n'hésitez pas à passer, on pourra en discuter ensemble plus complètement. Et on va démarrer tout de suite avec une petite présentation de chacun afin de connaître en détail comment vous êtes retrouvé à vous intéresser au monde du Web3 en tant qu'avocat. Du coup, Enguerrand, je te laisse la parole. Donc voilà, Enguerrand de formation droit du numérique. J'ai, comme tu l'as expliqué, travaillé chez Meria et Descoin en 2022 en tant que juriste. C'est là, moi, où j'ai découvert le droit des cryptos, MiCA, PSAN, la loi PSAN, le pacte sur les PSAN et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'y ai fait mon cocon, j'ai pu lâcher le droit des cryptos. Et ensuite, j'ai pu passer le barreau pour rejoindre en formation le cabinet. Ensuite, je continuerai à l'autorité des marchés financiers pendant 6 mois dans l'équipe de supervision des PSAN, donc des acteurs crypto. Et je prêterai serment fin 2025. Moi, je suis dans les cryptos depuis 2016 à peu près, mais vraiment dans l'écosystème en 2017-2018 et dans le droit des cryptos 2022. Bonjour à tous, merci d'abord d'être venus si nombreux pour un panel sur la réglementation crypto. C'est extrêmement rare, j'ai jamais vu ça depuis que je participe à des panels ou que je fais des talks sur le droit des cryptos. Donc comme je l'ai dit, je suis avocat depuis 2018 et je suis spécialisé en droit des cryptos et en réglementation des fintechs plus largement depuis fin 2018. Donc j'ai eu la chance de vivre le début de la réglementation des PSAN, en étant dans l'un des rares cabinets à l'époque qui travaillait vraiment activement avec les PSAN et de voir ensuite le développement de la réglementation MiCA et l'institutionnalisation progressive du droit des cryptos avec maintenant de plus en plus d'institutions financières qui lancent des projets sur ce sujet. Et à titre personnel, la crypto, c'est une passion depuis longtemps. Je voulais travailler dans la crypto avant même de devenir avocat, mais à l'époque, il n'y avait aucun véritable emploi sur le sujet à Paris. Et c'est un peu par un concours de circonstances que j'ai pu me spécialiser en droit des cryptos après avoir commencé ma carrière d'avocat. Et voilà, donc maintenant c'est mon quotidien depuis quelques années. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jérémy Astavola, donc avocat à Lyon depuis 20 ans, donc je suis le boomer du groupe. Et de mon côté, voilà, je suis d'abord spécialisé en restructuration d'entreprises en difficulté, donc du judiciaire pur depuis 20 ans. On va dire que j'ai pu créer mon cabinet, donc je suis avocat depuis 2003. J'ai créé véritablement mon cabinet lors de la crise des subprimes, puisque en fait, il y a eu une crise financière hors du commun et je pensais que ça serait la seule que je vivrais dans ma carrière, donc ça m'a permis de créer mon cabinet. Et je me suis mis au crypto avec la crise du Covid, puisque 85% de mon chiffre d'affaires a disparu du jour au lendemain grâce aux subventions de l'État. Et c'est à partir de là où ça m'a laissé un peu de temps, on va dire, pour pouvoir me plonger complètement dans cet univers. Et depuis 4 ans maintenant, eh bien, effectivement, j'ai ouvert et je co-dirige
un service de cryptoactifs au sein du cabinet. Je m'intéresse particulièrement aux questions de qualification juridique de tokens, de finances décentralisées, de smart contracts, de structuration juridique de DAO et d'arnaque crypto. Voilà. Très bien, merci pour vos présentations. Et donc je vais démarrer avec Enguerrand pour rebondir sur le titre de notre table ronde du jour. Qu'est-ce que cette fameuse réglementation européenne MiCA? Si vous pouvez en donner son origine, sa proposition auprès des acteurs français et européens pour ces règlements. Alors pour comprendre l'origine de MiCA, il faut comprendre avant tout que c'est un règlement européen. Donc un règlement européen, c'est un acte législatif des plus forts, puisque quand il est adopté, il s'applique de la même manière partout dans les 27 pays de l'Union européenne. En comprenant ça, on comprend la raison de MiCA principale, c'est d'avoir un cadre sur les cryptos uniformisé. Pas qu'il y ait un cadre spécifiquement français, ensuite italien, peut-être un cadre inexistant dans d'autres pays. Si je suis un acteur, je dois faire un agrément dans un pays A, en faire un autre dans un autre pays, etc. Là, on a un cadre similaire pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment la première vocation de MiCA. Une autre vocation de MiCA, c'est né, la proposition a été faite par la Commission en 2020. Il faut savoir qu'un an avant, il y avait la proposition de Facebook, nouvellement Meta, sur Libra et Diem, un stablecoin, donc une crypto adossée sur une monnaie fiduciaire, qui a été très mal vue par de nombreux régulateurs et législateurs. Et en fait, cette crainte-là des cryptos et notamment des stablecoins a un petit peu grossi, notamment chez les régulateurs et les législateurs de l'Union européenne. Et ça, on peut le voir dans MiCA directement, dans les considérants. Rapidement, les considérants, c'est des petits paragraphes que vous avez avant les articles du texte qui expliquent, qui précisent ces articles. Et dans les premiers considérants, on voit que MiCA a été fait pour protéger les investisseurs, pour permettre un cadre d'innovation dans l'Union européenne, mais surtout pour réguler ces stablecoins qui s'avèrent, et je cite, qui pouvant être une menace pour la politique monétaire et la stabilité financière. Donc ça, c'est aussi un indice directement dans le texte. Maintenant, pour revenir sur la proposition de MiCA, comme je l'ai dit, c'est pour instaurer un cadre uniformisé, c'est-à-dire concrètement en donnant une définition de ce qu'on appelle les cryptoactifs. Là, maintenant, avec MiCA, on va avoir une définition uniforme dans les 27 pays. Un cryptoactif, c'est un droit représenté numériquement qui peut être stocké, transféré électroniquement via la technologie DLT, donc les blockchains. Ça, c'est la définition selon MiCA des cryptoactifs. Une fois qu'on a cette définition, MiCA vient créer 3 catégories cryptoactifs. La première que j'ai citée sont les stablecoins, qui s'appellent dans le texte jetons de monnaie électronique, un cryptoactif adossé à une monnaie fiat. Une deuxième catégorie, ce sont les jetons se référant à des actifs. Ça, ce sont des cryptos qui sont adossés soit à plusieurs monnaies fiat en même temps, soit à d'autres actifs. Très concrètement, ça peut être du Pax Gold qui va s'adosser à l'or. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie un petit peu balai qui s'appelle littéralement jetons autres que jetons de monnaie électronique ou se référant à des actifs. Vous avez par exemple là-dedans beaucoup de jetons utilitaires, on peut y ranger Ether notamment. Donc avec ces 3 catégories vient des obligations pour les acteurs qui vont émettre ces cryptos et les offrir au public. Ils vont devoir créer un white paper très cadré, très encadré. Ils vont devoir par exemple expliquer le fonctionnement de la crypto, sa proposition de valeur, et je pense à plein d'autres obligations, notamment pour un émetteur de stablecoin, d'émettre un stablecoin avec une réserve de 1 pour 1. Donc vous avez tout ce volet d'obligations pour ces émetteurs-là, avec ces cryptos bien définis. Ensuite, il y a un gros volet dans MiCA, c'est le titre 5 sur les prestataires de services sur ces cryptoactifs. Donc tous les acteurs qui vont proposer de l'échange, de l'achat-vente, de la conservation, là, ils vont devoir s'agréer, avoir un agrément prestataire de services sur cryptoactifs, PSCA, avec beaucoup d'obligations, lutte contre le blanchiment d'argent, des fonds propres, honorabilité des dirigeants, etc. D'ailleurs, ce régime-là s'inspire beaucoup du régime actuel français, PSAN. Mais on pourra y revenir peut-être. Et d'autres obligations, par exemple, un volet sur les abus de marché. Désormais, avec MiCA, les délits d'initiés comprennent la crypto. Les manipulations de cours comprennent la crypto, avec des infractions, d'ailleurs, qui ont été écrites récemment dans le Code monétaire et financier, il y a 3 jours, via une ordonnance. Voilà à peu près les origines et la proposition de MiCA. Très bien, très clair. Merci pour ces explications. Ça me permet parfaitement de passer le relais auprès de Victor.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience dans l'accompagnement des acteurs français, justement, pour aller, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'aller chercher cet enregistrement, aussi bien PSAN renforcé, est-ce qu'il est encore d'actualité ou plus trop? Est-ce qu'aller chercher Mika directement? Donc, Enguerrand a déjà parlé un peu des obligations. Moi, je parlerai des difficultés, des contraintes aussi que ça peut apporter auprès des différentes entreprises essayant de se conformer à la régulation. J'ai eu la chance de travailler sur le régime PSAN dès sa création, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai pu voir l'évolution entre les tout premiers PSAN, et c'était assez artisanal à l'époque. Les régulateurs découvraient le sujet, et même les avocats et les PSAN eux-mêmes découvraient la réglementation à laquelle ils devaient se conformer. Donc il y avait à l'époque pas mal de discussions avec les régulateurs et une certaine tolérance pour des modèles qui étaient un peu moins précis qu'aujourd'hui. Clairement, certains PSAN, notamment entre 2019 et 2021, ont obtenu leur enregistrement alors que peut-être leurs équipes n'étaient pas suffisamment structurées ou leurs procédures n'étaient pas suffisamment assurées. Et donc on a vu une vraie évolution. Le régulateur est monté en compétences, est devenu plus strict, a commencé à regarder de beaucoup plus près les modèles et le fonctionnement des flux, c'est-à-dire quels services sont fournis par les acteurs, avec quels autres prestataires ils s'intègrent, notamment pour les flux Fiat. Et donc ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un régime qui est... déjà, c'est un régime, c'est une profession réglementée qui rentre dans le cadre de l'industrie financière au sens large. C'est-à-dire qu'un PSAN, ce n'est pas une banque, mais c'est une banque en très très simplifié. Les obligations et le fonctionnement général reprennent globalement ce qu'on a dans la réglementation financière traditionnelle, c'est-à-dire des procédures opérationnelles qui doivent être mises en œuvre et qui peuvent être contrôlées et sur lesquelles des sanctions peuvent être prononcées, du management qui doit être senior, qui doit être expérimenté et qui idéalement devrait déjà avoir fait dans sa carrière des postes similaires, avoir occupé des fonctions similaires. Et enfin, le grand volet, en tout cas jusqu'à récemment, c'était la lutte contre le blanchiment. Et ça, c'est quelque chose que certains PSAN avaient un peu de mal à comprendre, pourquoi on leur demandait de faire ça, jusqu'où ils devaient aller, mais ce sont des obligations transversales. En fait, les PSAN doivent appliquer la réglementation blanchiment exactement de la même manière que les banques, sous réserve évidemment de ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, où quand on est un petit acteur, on applique les règles de manière un peu plus libérale qu'un acteur de grande taille, mais la réglementation est exactement la même, avec quelques petits détails qui sont spécifiques au PSAN. Et donc c'est des professions qui sont vraiment réglementées, et donc là on en vient un peu aux contraintes du régime. Ça a un coût, tout ça. Ça a un coût, pas uniquement l'accompagnement par des avocats ou par des consultants spécialisés pour obtenir l'enregistrement qui permet de commencer à exercer, mais derrière, il y a un coût permanent pour maintenir la conformité à la réglementation, pour adapter les procédures internes à l'évolution de la réglementation, pour répondre aux questions du régulateur qui sont très régulières, où les régulateurs, à date fixe, envoient des questionnaires très détaillés sur les opérations et le respect de la réglementation anti-blanchiment. À titre d'exemple, quand il y a eu les grands scandales en 2022 sur Celsius et FTX, ils ont envoyé des questionnaires très détaillés également au PSAN en leur demandant quelle est votre exposition, est-ce que vous avez perdu de l'argent, est-ce que c'est vos clients qui ont perdu de l'argent, est-ce que vous êtes dans une position de continuer vos opérations, etc. etc. Donc il y a quand même voilà, c'est des coûts récurrents. Il faut qu'il y ait du personnel à l'intérieur qui soit suffisamment expérimenté, et ça c'est du personnel qui coûte et qui ne rapporte pas nécessairement, parce que le chiffre d'affaires, évidemment, il se fait après qu'on a payé le personnel de la conformité, et ce n'est pas la conformité qui rapporte du chiffre d'affaires. Et donc le dernier point maintenant, ça va être le passage à MiCA. Les régulateurs français ont serré la vis il y a environ 1 an pour anticiper MiCA, justement, et également parce qu'on avait encore les répercussions de FTX, et l'image de la crypto avait été détériorée, et le régulateur a été préoccupé par le risque de perte pour les investisseurs particuliers, ce qui est vraiment son grand prisme, c'est la protection de l'investisseur particulier. Et le régulateur a renforcé le cadre réglementaire
en interdisant aux acteurs qu'on appelle enregistrés de manière simple de continuer, enfin aux nouveaux acteurs de bénéficier de ce régime-là. Donc les anciens acteurs continuaient à en bénéficier, mais les nouveaux devaient passer par une procédure plus complexe et plus lourde. Et maintenant, le règlement MiCA entre en vigueur dans quelques semaines, à la fin de l'année. Et les PSAN existants auront 18 mois, ce qui est un délai assez long quand même, parce que c'est le plus long au niveau européen, pour passer à l'agrément MiCA, qu'on appelle l'agrément de PSCA, ou CASP en anglais. Et c'est un agrément qui, comme Enguerrand disait, est assez proche du statut des PSAN, avec quelques obligations supplémentaires, mais avec aussi quand même des fonds propres, avec des procédures qui sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus... tout simplement, le coût de mise en conformité à MiCA est supérieur, je dirais au moins par un facteur de 3 à 4 par rapport au coût pour que les PSAN enregistrés de manière simple avaient à gérer. Donc clairement, il faut du staff. Voilà. On ne pourra pas devenir agréé dans le cadre de MiCA sans avoir des équipes seniors et au moins, je dirais, au moins 2 personnes en conformité, probablement une personne en cybersécurité, parce que maintenant la cybersécurité fait partie de la conformité au sens large. Et ça, en plus, le régulateur va demander qu'il y ait des équipes dont une substance, comme ils disent, qui soit corrélée avec l'activité. Si on est en B2C et qu'on dit au régulateur que l'ambition c'est d'avoir 300 000, 500 000 clients d'ici quelques années, le régulateur va demander, d'accord, mais dans ce cas, comment vous les gérez, où est le service client, où sont les opérationnels qui vont faire les onboarding, comment vous allez gérer ça au niveau des finances, des développements technologiques. Donc démontrer que vous avez une capacité à embaucher ces profils-là et à continuer à les rémunérer pendant au moins quelques années, parce que évidemment le régulateur ne veut pas que des acteurs obtiennent un agrément et derrière tombent en faillite instantanément. Donc il va y avoir, c'est un grand sujet qui a été largement commenté, il va y avoir une concentration du marché. Alors, à une époque, on parlait beaucoup des acquisitions et des fusions-acquisitions entre PSAN, où des PSAN allaient en racheter d'autres, où les acteurs étrangers allaient racheter des PSAN. Malheureusement, il est aussi possible qu'on voit simplement les PSAN qui ont le plus de moyens devenir agréés dans le cadre de MiCA, et les PSAN, les autres, qui n'auront pas suffisamment de ressources, simplement disparaître et fermer les portes. Pas nécessairement être rachetés parce que il n'est pas toujours certain qu'il y ait des actifs suffisamment, ou là, juste que la clientèle ait une valeur suffisante pour justifier un rachat. Et voilà, j'ai déjà trop parlé, je pense que je vais m'arrêter là. Non, c'est très intéressant parce que sur l'aspect aussi du coût, il faut savoir qu'une fois qu'on a cet enregistrement ou cet agrément, il n'est pas donné à vie. C'est que derrière, on a justement des contrôles qui ont lieu alors je ne sais pas si c'est défini de manière périodique ou bien si c'est, on va dire, de manière aléatoire. Mais en tout cas, il faut se tenir prêt parce qu'à un moment donné, on risque d'être confronté au régulateur et il faut montrer patte blanche, entre guillemets, de l'engagement qu'on avait eu à l'époque. Oui, je sais pas si tu veux répondre. Ah, c'est ça. En fait, le régulateur a une sorte de ligne permanente avec, mettons, le responsable de la conformité du PSAN. À tout moment, le régulateur peut lui envoyer des questions ou un questionnaire ou lui demander de se justifier sur quelque chose que le régulateur aurait vu, mettons, sur le site ou dans la communication du PSAN et qui ne serait pas complètement conforme à la réglementation, voire dans certains cas, devoir expliquer au régulateur pourquoi on a fait tel commentaire sur tel sujet en disant vous présentez par exemple sur votre site le fait que les autorités ne peuvent pas saisir les cryptos des clients parce qu'elles sont décentralisées, mais ça c'est pas compatible avec vos obligations donc le contrôle est un peu permanent et après il y a des contrôles qui sont assez aléatoires où le régulateur fait un contrôle en bonne et due forme et là ça peut être assez lourd et ça dure longtemps. Et généralement, quand le régulateur fait un contrôle, ce qu'on appelle une investigation, il va trouver quelque chose parce qu'il est à peu près impossible de respecter parfaitement la réglementation à tout moment et sur une durée de plusieurs années. Donc évidemment, le régulateur trouve des défauts de conformité et derrière peut théoriquement sanctionner, même si généralement, pour les PSAN en tout cas, il y avait plus une démarche d'accompagnement pour la mise en conformité. Mais là, typiquement, il y a quelques jours, il y a eu une grande conférence organisée par les régulateurs français à destination notamment des PSAN. Ils ont dit très clairement, en tout cas, une fois que le passage à MiCA aura commencé à être fait,
à partir de fin 2025, on commence à contrôler. Voilà, donc ils l'ont annoncé, c'est clair, à partir de fin 2025, les équipes de l'AMF commenceront à contrôler, a priori plutôt les premiers PSCA ou les PSAN qui seront encore en activité. Et ça, on risque de retrouver Enguerrand sur le pont pour venir nous contrôler. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et Jérémy, à présent, on a parlé du coup de régulation, de réglementation. Vous, évidemment, j'imagine que vous avancez ça et vous êtes pour. Mais on ne peut pas ne pas penser à la DeFi, à la finance décentralisée dans tout ça. Et je sais que vous appréciez énormément cet écosystème. Du coup, qu'en est-il de la DeFi, de cette notion de réglementation? Déjà, vous pouvez nous définir à quoi ça correspond? Et parce que j'en aurais besoin en plus pour ma formation à l'Université catholique, je dois donner une définition, donc je vais en profiter auprès d'un professionnel. Mais également, du coup, effectivement, nous faire le retour de votre expérience de la DeFi et ses cas d'usage. Merci Julien. Bon, ça va faire un petit peu long, donc je vais essayer de condenser. Je voulais simplement rebondir sur ce qu'a dit Victor, c'est que le défi des prestataires de services de cryptoactifs aujourd'hui est effectivement en premier plan d'être conforme vis-à-vis de MiCA. Mais je voulais ajouter, mais pas que, parce qu'effectivement, comme l'indiquait Victor, s'ajoutent des piles de régulation telles que la cybersécurité avec NIS 2 et DORA qui s'ajoutent, mais également en fait les directives anti-blanchiment, ce qu'indiquait tout à l'heure Victor, mais également toute la réglementation sur la protection des données personnelles qui doivent aussi être ajoutées. Donc, et chacune de ces directives et réglementations apporte son lot de responsabilités, qu'elles soient civiles ou pénales. Donc c'est vrai qu'on parlait de coûts, mais on parle aussi de responsabilité. Il y a vraiment un véritable enjeu et de défi pour les prestataires de services cryptoactifs. Ça me permet de rebondir sur, finalement, qu'est-ce que nous laisse MiCA? C'est-à-dire, moi je voulais vous parler de ce que MiCA ne traite pas. Eh bien, MiCA ne traite pas de ce qu'on appelle les NFT et ce qui sont les jetons non fongibles. Alors, c'est une exclusion conditionnée. C'est-à-dire que MiCA considère que si le jeton est non fongible, c'est-à-dire qu'il ne se confond pas avec un token parce qu'il a une unicité, alors à ce moment-là, il n'est pas compris dans la réglementation MiCA et ça peut avoir une importance notamment dans les ICO, des appels publics, lorsque l'on crée des tokens. Et si ce NFT n'est pas fractionnable. Voilà. Alors, si on se projette un petit peu dans MiCA 2, et on en discutait tout à l'heure avec Enguerrand, allez, je me jette à l'eau et je me dis que effectivement, on sent qu'il va se dessiner d'une part un régime pour les NFT qui va correspondre en fait aux NFT instruments financiers type security token, un régime de NFT type utility token lorsqu'ils auront un caractère fongible, et puis un régime qu'on ne connaît pas encore sui generis, comme on dit en droit, pour tout ce qui va être NFT type artistique, où il y a un droit de propriété intellectuelle, et là, ça reste à définir. Voilà pour les NFT. Alors, concernant la finance décentralisée, eh bien, Julien, il n'y a pas de définition légale au sens propre du terme. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition qui est faite par la doctrine. On peut considérer que la finance décentralisée, c'est un écosystème de services financiers qui fonctionne sans intermédiaire traditionnel de type banque et qui utilise pour cela les smart contracts et les blockchains publiques. La promesse donc, de la finance décentralisée, c'est l'accessibilité à tous des services financiers sans autorité centrale, avec 3 principes. Un principe de transparence, puisque le code du smart contract est public, donc nous pouvons le vérifier et l'auditer. Les transactions sur blockchain publique sont aussi publiques, donc on peut les vérifier. Le deuxième critère, c'est le critère d'interopérabilité, où les protocoles de finance décentralisée peuvent être utilisés les uns avec les autres sans friction. Donc on peut emprunter, prêter, staker et additionner. On parle de protocoles composables. Et puis le point le plus important et celui qui m'est sûrement le plus cher, celui de la self-custody, puisque en fait dans la finance décentralisée,
vous détenez vos propres tokens, donc avec des wallets, qu'ils soient des wallets hard wallet, cold wallet ou hot wallet, et ce qui assure une certaine sécurité financière. On parlait tout à l'heure de FTX ou de Celsius. Voilà, les personnes ont perdu leur token parce qu'elles ne détenaient pas not your key, not your coin. On redonne en fait à tous une certaine souveraineté financière, puisque chacun va se mettre à gérer ses propres actifs, mais avec le risque effectivement qu'on connaît tous de la perte des clés privées, donc bien faire attention. Alors la finance décentralisée, ça reprend les activités de finance classiques que sont le prêt et l'emprunt, ce qu'on appelle le borrowing et le lending. On va retrouver aussi les exchanges décentralisés. On peut trouver aussi l'assurance décentralisée, je pense à Nexus Mutual notamment. Mais on va trouver aussi des nouveaux champs d'application en fait, qui sont particulièrement intéressants, comme le yield farming, donc l'agriculture de rendement, où on va placer ces tokens et ça va nous donner d'autres tokens qu'on va pouvoir restaker, etc. Donc ça, c'est assez nouveau. On a les flash loans, si je ne me trompe pas, où ce sont des prêts sans garantie dans lesquels on peut emprunter et faire une plus-value dans le même bloc. Et si on est en perte, le prêt est annulé. Donc ça, c'est tout nouveau. Et puis, on a la fourniture de liquidités. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez novateur. Et tous ces protocoles, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas régulés parce que décentralisés et autonomes, puisqu'utilisation des smart contracts. Les smart contracts, c'est un programme qui est auto-exécutable sur la blockchain, donc sans intervention humaine. Alors, ça pose un problème aux régulateurs, bien évidemment, et ça pose un problème tout court, puisqu'il y a un risque, notamment sur la protection des consommateurs, puisque s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recours, pas de responsabilité. Donc on voit bien la problématique qui peut être générée en cas de hack du protocole. Vers qui se retourne-t-on? Donc on voit bien toutes les difficultés qui sont générées par cette typicité. Et puis aussi, bien évidemment, sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, puisque les portefeuilles et les wallets sont pseudo-anonymisés. Donc on voit bien que ça peut servir des activités criminelles. Donc, le législateur et le régulateur veut réguler, je dis veut, selon un principe qu'on connaît qui est même activité, même risque, même règle. Donc, on voit bien, et c'est ce que disait tout à fait Victor, et puis ce que aussi dit Enguerrand, en fait, on va rejoindre finalement le système de finance centralisée. Et j'essaierai d'expliquer tout à l'heure, peut-être dans le sujet, comment en fait le régulateur pourrait s'attaquer à la finance décentralisée. Mais moi, je vois beaucoup d'avenir dans la finance décentralisée parce que les institutions, des grandes institutions s'y intéressent. Je pense à JP Morgan avec Onyx qui se lance dans la blockchain sur les services de paiement. Je pense à BlackRock et Morgan Sachs. Non, pardon. Oui, voilà. Goldman Sachs, excusez-moi, pour la tokenisation des actifs. Je pense à Visa avec Circle, le partenariat, et puis à PayPal aussi qui se met, de l'UBAC, oui, bien sûr. Voilà. Donc je vois un bel avenir et peut-être un rapprochement entre la DeFi telle qu'elle est aujourd'hui et la CeFi connue actuellement. Et sachant en plus que même si la DeFi n'est pas intégrée dans MiCA, MiCA parle quand même de la DeFi à 2 reprises. Tout d'abord dans l'avenir de la DeFi et de la régulation. Il y a il me semble l'article 142 qui prévoit, qui impose à la Commission européenne de faire un rapport avant le 30 décembre 2024 sur la faisabilité ou la nécessité d'une proposition législative sur le domaine. En pratique, cette semaine d'ailleurs, il y a eu sur LinkedIn un commentaire d'une personne travaillant à la Commission qui, elle, a expliqué que pour l'instant, ce n'était pas leur priorité, même si quand même le texte leur impose. Donc, plus ou moins moyen-long terme, il y aura quelque chose sur la DeFi. Est-ce que ce sera une directive, est-ce que ce sera un règlement, est-ce que ce sera une mise à jour? Peu importe, mais il y aura quelque chose. Sachant en plus que la DeFi est comprise dans MiCA, plus ou moins, elle est citée dans un considérant dont je vous parlais tout à l'heure, qui explicite un petit peu le cadre du règlement. Il y a un considérant qui explique que oui, MiCA ne s'applique pas à la DeFi, mais uniquement les projets, entités, acteurs DeFi qui sont entièrement décentralisés.
Et donc là, le challenge, ça va être de voir qu'est-ce que c'est entièrement décentralisé, quels éléments on prend en compte. Pour faire un petit parallèle, peut-être que j'irai loin, mais il y a une proposition législative aux États-Unis, une loi qui s'appelle loi FIT 21, et là-dedans, justement, il y a eu cette même question de qu'est-ce qu'un projet, un acteur, un protocole entièrement décentralisé. Alors il y a eu des seuils de jetons de gouvernance, qui possède combien de jetons de gouvernance dans le protocole, etc. Donc ça va être des questions super intéressantes à voir. Comment est-ce que le régulateur et le législateur surtout va prendre en compte la question. On peut des fois essayer de deviner, voir les contours quand on cherche dans des documents d'analyse d'impact de la Commission européenne. Typiquement, on voit, enfin moi c'est ce que je vois, sans non plus dire que c'est une certitude, mais on voit souvent une volonté, pourquoi pas, de certifier les smart contracts. Je me souviens aussi qu'au forum FinTech cette semaine, lundi, il y a eu un atelier où la CPR parlait de, pourquoi pas, énoncer l'idée de certifier les smart contracts via, par exemple, NFT. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans les cerveaux des régulateurs et des législateurs. Et ça va être une autre paire de manches que Mika. Ça va être très intéressant parce que Mika s'intéresse à des acteurs qui ressemblent quand même, comme vous le disiez, dans sa structure à une finance traditionnelle. Donc on a déjà des bases sur lesquelles faire un nouveau règlement, mais par contre sur la DeFi, ça va être tout autre chose et ça va être très intéressant à voir. Alors, merci à tous les deux parce que c'est un très très bon résumé. Du coup, moi aussi, je travaille pas mal sur la DeFi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pendant un certain temps un risque que la DeFi devienne réglementée dès l'entrée en application du règlement MiCA sur la base d'un raisonnement assez basique disant que finalement les activités qu'on fait en DeFi sont similaires aux activités qui sont réglementées de manière traditionnelle. Par exemple, un échange sur une plateforme centralisée et un échange sur une plateforme décentralisée, en fait, fonctionnellement, c'est à peu près la même chose, même si ça passe par une technologie différente. Donc, les plateformes décentralisées sont d'ores et déjà réglementées comme les plateformes centralisées. Ça, c'était des positions qui étaient avancées, notamment par des organismes internationaux de réglementation de la finance, et qui ont été discutées au niveau européen. Mais le nouveau consensus, comme disait Enguerrand il y a quelques minutes, c'est que c'est plus compliqué que ce qu'imaginaient les régulateurs. Donc là, heureusement que collectivement, l'industrie a réussi à leur démontrer que ce n'était pas si simple de créer une assimilation entre les deux, et que même si on crée une telle assimilation, ce n'était pas si simple de comprendre sur quelle personne on allait faire peser des responsabilités, parce que qui est vraiment en train de fournir un service. Quand Binance fournit le service, on sait plus ou moins où est Binance, et on sait qui contrôle le site et les accès. Quand c'est Uniswap, c'est moins évident. Il y a un front-end, certes, mais il y en a plusieurs en fait, et on peut en déployer un nombre infini. Les smart contracts sont sur la blockchain. Les développeurs du smart contract n'ont pas forcément un rôle une fois que le smart contract a été développé, ni forcément un contrôle sur le smart contract après son déploiement. Donc c'était vraiment difficile pour eux de trouver la bonne tête sur laquelle faire porter le chapeau. Donc la grande chance qu'on a, c'est qu'il va probablement y avoir une pause réglementaire. Donc on espère au moins 1 à 2 ans. Et alors quand je dis 1 à 2 ans, c'est 1 à 2 ans avant qu'on recommence à travailler sur un projet de texte pour encadrer tout ça. Or, on est au niveau européen, donc entre le moment où le projet de texte, la première version est publiée, et le moment où il est voté par le Parlement, et le moment où le texte devient applicable, il y a un délai, donc on rajoute des années sur des années. Donc on n'aura probablement rien d'applicable avant 2027-2028. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, objectivement, parce que ça permet aux entreprises européennes du secteur de continuer leurs opérations dans une forme de tolérance et de ne pas avoir à appliquer des réglementations qui, de toute façon, sont de fait impossibles à appliquer pour elles, comme la KYC et la lutte contre le blanchiment. Et l'autre point que je voulais juste mentionner, c'est que quand bien même on n'a pas un encadrement réglementaire de la DeFi aujourd'hui, ou en tout cas un encadrement qui est de toute façon très limité, le droit s'applique aux activités qui sont menées en DeFi. Donc, tu en parlais tout à l'heure, il peut y avoir des hacks et des victimes. Et dans ce cas, le droit pénal peut très bien s'appliquer. Et même en dehors du droit pénal, le contentieux au sens large, c'est-à-dire des demandes d'indemnisation, peuvent s'appliquer. Il y a d'ores et déjà eu des décisions de justice en France sur notamment des affaires de hack. Enguerrand le mentionne, il y a eu le hack de Platypus qui a été en fait commis par
une petite équipe de développeurs, jeunes étudiants en informatique, sont de l'âge de certains d'entre vous, qui a réussi à exploiter le protocole à hauteur de quelques dizaines de millions. Ils ont été arrêtés par la police, ils sont passés au tribunal correctionnel et ils ont été relaxés contre toute attente parce que le tribunal avait eu du mal à qualifier la réalité d'une infraction pénale, donc n'était pas capable de démontrer qu'il y avait eu un vol, qu'il y avait eu une escroquerie, qu'il y avait eu un abus de confiance. Donc le tribunal a dit, en fait, aucune infraction pénale ne s'applique exactement à ce que vous avez fait. Par contre, on va considérer que en fait, vous avez un contrat avec le protocole, vous avez emprunté 50 millions de dollars au protocole, et le protocole n'a qu'à se retourner contre vous pour vous en demander le remboursement. Bon, ça c'est assez irréaliste, donc il y a eu un appel sur cette décision-là, mais la justice avance lentement, et donc on verra ça peut-être dans 6 mois, 1 an et pas avant, et il y a encore d'autres contentieux qui sont en cours de développement. Notre cabinet a l'occasion de travailler sur ces sujets de manière assez régulière, mais le problème c'est que, encore une fois, on est en France, les décisions ne sont pas toutes publiques, notamment en première instance, et les contentieux prennent parfois des années. Donc on va avoir progressivement la formation d'un droit de la DeFi, avant même qu'on ait une réglementation de la DeFi, mais on verra l'application d'un droit un peu, c'est-à-dire pénal de la DeFi. Merci. Juste pour rebondir sur 2 points. Alors d'abord le premier sur Platypus. J'ai vécu le hack, parce que du coup je suis sur la blockchain d'Avalanche et du coup j'ai eu l'occasion de bien le suivre et d'un point de vue un petit peu triste par rapport à ce qui s'est passé. Et ensuite, deuxième point, sur la partie... non, j'ai loupé la deuxième sujet. Bon, c'est pas grave, je rends la parole à Jérémy. Non, je te rejoins, Victor, avec peut-être une petite... en ce qui me concerne, comme j'interviens aussi, mais j'ai lu cette décision avec intérêt. Et en fait, il y a un principe en droit pénal, c'est qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. Et en fait, le tribunal a fait, à mon sens, son travail. En tous les cas, il a fait une interprétation en estimant qu'il n'y avait pas d'infraction, puisque la lettre du texte, en droit pénal, c'est de l'interprétation stricte, n'était pas adaptée. Donc c'est plutôt un appel au législateur de venir réguler, en fait. Et c'est souvent comme ça que les juges travaillent, et encore plus peut-être en droit pénal, le juge ne peut pas interpréter la règle pénale, là où le juge civil peut interpréter la règle civile. Concernant en fait la DeFi et la réglementation de la DeFi, je voulais aussi ajouter par rapport à tout ce qu'on disait, et ça rejoint aussi vraiment tout ce que vous dites. Il y a un excellent papier qui a été rédigé par le journal de régulation financière d'Oxford du 19 janvier 2024 et qui traite véritablement de ce sujet et qui parle de comment réglementer la DeFi, ou ne pas réglementer d'ailleurs la DeFi. Et en fait, il propose une analyse qui est structurée et que je trouve très intéressante. Je vais essayer de ne pas vous noyer et je vais essayer de vous l'expliquer comme je l'ai compris. C'est qu'elle propose aux régulateurs une méthodologie qui est faite en 5 couches et qui est pyramidale, qu'on peut résumer même d'ailleurs en 3 couches. La première couche, c'est celle de la couche de règlement, qui est celle du layer 1, qui va traiter purement de la blockchain. La deuxième couche, c'est celle des actifs numériques qui sont sur la blockchain et les smart contracts, donc les protocoles de DeFi qui sont dessus. Et la troisième couche, c'est celle des applications web et des agrégateurs qui sont dessus. On distingue bien les 3 couches, de la plus importante de la primaire jusqu'à ce qu'on appelle les couches supérieures. À travers ces couches, cet article propose aux régulateurs de s'intéresser à ce qu'ils appellent des vecteurs de centralisation. C'est-à-dire qu'on va regarder sur la couche numéro 1 si la blockchain est non permissionnée ou non. Si finalement, pour pouvoir valider des blocs, il faut un matériel qui est cher. Est-ce que le consensus en fait est restreint? Si la réponse est oui, on va considérer qu'il y a un vecteur de centralisation et on va retomber finalement sur la finance centralisée. Et on va regarder sur toutes les couches supérieures si ça fonctionne de la même manière. Par exemple, si je prends l'exemple d'un smart contract, on va regarder si les administrateurs disposent de clés d'administration pour pouvoir modifier ce smart contract et est-ce que cela fonctionne. Si le smart contract est régulé par des votes, par exemple avec des tokens de gouvernance, on va aller regarder si les tokens de gouvernance sont détenus par des walls
Et là, à ce moment-là, on va considérer que donc, la blockchain, enfin le smart contract en lui-même, peut-être est centralisé. Et ça va être la même chose, par exemple, sur les applications web. Est-ce que le projet, l'application est décentralisée ou non? On va regarder si le projet fonctionne avec un oracle ou plusieurs oracles. Et tous ces points vont être analysés par le régulateur et vont servir en fait à constituer et à définir si le projet est ou non centralisé ou décentralisé. Donc il y a une proposition de méthodologie. Et à partir de là, on va considérer que si la couche primaire est centralisée, tout ce qu'il y a au-dessus, et peu importe le projet, va être également considéré comme centralisé. On parle d'héritage de centralisation. Et là, le régulateur est invité en fait, à aller attaquer justement ces points de centralisation. Donc tu parlais des développeurs, tu parlais tout à l'heure des token holders, etc. Et là, on parle ici de points d'ancrage. Et c'est-à-dire qu'on pense que, effectivement, si la couche primaire n'est pas attaquée, on va pouvoir quand même s'attaquer aux couches supérieures. Et ce que je pense qu'il va arriver avec Mika 2, c'est qu'on se dirige doucement vers ce qu'on appelle une finance CeFi on-chain, c'est-à-dire avec les règles de la finance centralisée, mais qui vont utiliser la blockchain pour la scalabilité, pour la sécurité, pour la baisse des coûts, pour les nouveaux marchés qu'elle offre. Et de l'autre côté, ce qu'on va pouvoir peut-être appeler la véritable DeFi, avec de véritables protocoles décentralisés. Alors ça va être plutôt les techs, avec les juristes et les économistes qui vont devoir mettre ça en place, et avec véritablement des codes vraiment automatisés, mais sur lesquels il y aura très peu de modifications sur la blockchain, et avec, effectivement, je suis bien d'accord, avec des audits de smart contracts, des certifications qui me diront celui-ci est centralisé ou celui-ci peut être totalement décentralisé. Voilà. Très bien, merci pour le détail. J'ai découvert du coup cette étude en préparant la table ronde, donc très intéressant. Et donc j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Malgré le hack de Platypus et de ce genre de smart contract et de protocole, par rapport à ce que vous disiez juste avant entre un Binance et un Uniswap, alors après c'est peut-être parce que j'ai un biais en tant que développeur de métier, mais j'aurais, et puis avoir vécu aussi des protocoles centralisés qui ont fermé, mais j'ai plus de confiance aujourd'hui dans un smart contract d'un protocole bien établi que dans un Binance ou un crypto.com véritablement pour rebondir sur la notion de self-custody apportée aussi par Jérémy juste avant. Alors, honnêtement, je vais un peu troller, mais moi je suis pas d'accord. J'utilise la DeFi et j'adore je me sers des DEX, hein, mais la grosse différence entre Coinbase et mettons Uniswap ou prenons n'importe quel autre protocole, c'est que si Coinbase est victime d'un hack, ils ont des milliards et des milliards de capitalisation, de fonds en réserve, d'actionnaires derrière, qui vont mettre au pot pour rembourser les clients, ou en tout cas qui auront les moyens de mettre au pot pour rembourser les clients. Si je suis victime d'un hack en DeFi, peut-être que le protocole aura des réserves et la DAO fera un geste en ma faveur. Donc moi, ça m'est arrivé d'être victime d'un hack récemment sur je ne sais plus quel protocole un peu fumeux, un truc sur zkSync peut-être, et le protocole s'est fait hacker, tout a disparu, et ils ont dit, bon, alors on va vous distribuer les fonds restants dans notre DAO, donc c'était 3 ou 4% du montant perdu, et en plus de ça, notre fraction du airdrop de zkSync ou de Layer 0, on va vous le redistribuer, donc super. Donc ça a remboursé 7 à 8% de la perte, à peu près, pour le collectif. Donc, enfin, honnêtement, il y a des boîtes crypto centralisées qui maintenant sont matures, qui sont très très bien financées, qui sont cotées en bourse pour certaines ou qui le deviendront à l'avenir. Je ne dis pas qu'on peut leur faire confiance aveuglément. Enfin, on ne peut pas forcément leur faire confiance parce que ils ont des bonnes intentions ou ils sont alignés avec l'éthos de décentralisation du secteur, mais on peut leur faire confiance parce qu'elles sont capitalisées, elles sont auditées, elles sont gérées par des gens qui ont fait leur carrière dans la finance et qui donc sont doxés, ils ont une réputation à protéger. On n'a aucune de ces garanties-là en DeFi, donc il faut faire avec. Et il y a un grand sujet qui était discuté il y a quelques années, qui l'est un peu moins aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait un premium de risque quand on fait de la DeFi. 5% de rendement en finance traditionnelle, ce n'est pas la même chose que 5% de rendement en DeFi. On ne peut pas accepter un taux de rendement aussi faible en DeFi. Si on peut avoir le même en finance traditionnelle, il faut qu'il y ait un premium pour la DeFi, parce qu'en fait, en DeFi, j'assume le risque de smart contract,
J'assume le risque sur certaines contreparties, j'assume le risque de mauvaise gestion de mon propre portefeuille. Et maintenant, en plus, on commence à voir qu'on peut se faire... Il y a eu un hack il y a 2 jours sur Radiant. Je n'ai pas vu tous les détails, mais ce que je comprends, c'est que c'est un niveau de sophistication qui est hallucinant et que certains hackers sont capables maintenant d'aller, en gros, mettre des malwares dans l'ordinateur des développeurs pour leur faire apparaître des transactions différentes des transactions qu'ils signent réellement. Et donc même les développeurs un peu expérimentés qui vont comparer, qui vont faire des simulations de transactions, ne seront même pas conscients qu'ils sont en train de signer des transactions frauduleuses. Donc tout ça, mis bout à bout, la DeFi, ça marche parfaitement bien, mais ça reste extrêmement risqué. Donc bon, je suis un peu mitigé parce qu'à la fois je suis un utilisateur et j'aime ça à titre personnel, mais sur du point de vue des régulateurs, on n'a juste pas envie de voir les investisseurs normaux aller investir des parties importantes de leur capital là-dedans, le perdre de manière quand même assez probable, et derrière, du coup, on se retournait contre le régulateur en disant mais que faisait l'AMF? Pourquoi est-ce que sur Twitter il y avait des influenceurs qui m'incitaient à aller sur ces protocoles-là pour faire du rendement et pour me vendre des tokens? Donc tout ça mis bout à bout, c'est mitigé quand même. Oui, c'est vrai que j'entends ce que tu dis, et l'avocat que je suis te rejoint à 100%, mais la difficulté que tu soulèves, en fait, aujourd'hui, c'est la sécurité des smart contracts et éventuellement de la gouvernance. Mais, et c'est vrai que ça peut ne pas correspondre à tout type de personnes et à tout type d'investisseurs d'aller sur ce type de protocole. Mais si l'on revient aux fondamentaux et l'idéologie de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est tout de même de se passer de l'entité centrale qui, pour moi, et à mon stade, puisque ça fait 20 ans que je fais des procédures collectives, et on l'a vu avec FTX, est validé par l'écosystème de la finance traditionnelle, puisqu'on voit bien qu'il était dans tous les cercles, le SAM. Donc finalement, le risque, il est tout aussi... Alors, moins, j'en conviens, moins risqué, peut-être, mais il existe ce risque. Et il me semble aujourd'hui que les remboursements de FTX ne sont pas aussi intéressants que ce que l'on peut penser. Alors il y en a, mais je parle de quoi, 20-30%, je crois même pas plus. Donc ouais, il est peut-être aussi possible, à travers des protocoles de DeFi, en faisant aussi confiance à des protocoles d'assurance décentralisés, de diminuer ce risque, de peut-être aussi travailler sur l'authentification, la certification de ces smart contracts et d'établir des normes. C'est sûr qu'aujourd'hui, la DeFi telle qu'elle est pose éminemment problème. Elle n'est pas parfaite, loin d'être parfaite même. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait être dans 5 ans, 10 ans? Voilà, moi j'ai bon espoir. Et surtout qu'en termes de sécurité, là, avec des réglementations comme MiCA ou DORA, il y a quelque chose de très important, c'est en fait le régulateur qui vient mettre son nez dans les affaires des acteurs régulés, tant sur le point de vue des fonds propres, de la gestion des liquidités de manière régulière, mais aussi sur le plan informatique avec DORA. Alors, c'est d'abord une obligation de s'auto-contrôler pour les acteurs régulés par DORA, mais à tout moment, le régulateur va contrôler tout l'environnement des systèmes d'information de l'acteur, etc. Donc il y a quand même certaines garanties en termes de sécurité vis-à-vis de ces régulations et du fait de la surveillance des régulateurs que la DeFi n'a pas. Mais vraiment, comme disait Victor, en fait, c'est toujours un équilibre et une balance à faire entre risque et gain, quoi. Mais je suis absolument d'accord. La technologie avance. Tu parles de DORA, mais DORA, ça concerne que les plus grosses institutions, en fait. Et en fait, ça, quelque part, la finance traditionnelle impose effectivement énormément de réglementation. Et le but, en fait, de la finance décentralisée, c'est l'inclusivité, c'est-à-dire l'ouverture. Donc, on est sur 2 philosophies, pas qui s'opposent, mais en tous les cas, qui prennent des chemins un petit peu différents avec la véritable question centrale du tiers de confiance. Véritablement, le smart contract nous permet en fait de nous exonérer de ce tiers de confiance, là où l'entité centralisatrice, elle, nous protège. Donc c'est un choix. Sécurité, liberté, voilà, et
on avance sur ces deux voies. Très bien, merci. Alors après, dans mon discours, je suis aussi pour la régulation, hein, même si je suis un peu dégène, DeFi, etc. Je pense qu'on est obligé de passer par là pour apporter un cadre, une confiance, de la sécurité pour être dans l'adoption demain et rassurer effectivement le plus grand nombre, et j'espère rassurer des gens dans la salle aujourd'hui de passer le pas et de prendre conscience que effectivement cet écosystème est porteur et la technologie avant tout permet effectivement de réaliser de belles choses. Il nous reste moins de 5 minutes. Du coup, je vais vous laisser un petit mot de la fin à chacun. On va commencer par vous, Enguerrand. Comment vous voyez effectivement le futur du Web3 et de la régulation, et un petit mot pour l'audience? Justement, merci pour cette question, parce que je voulais faire une ouverture un petit peu sur ce qui nous attend avec Mika, parce qu'on parlait là de Mika 2 et de la DeFi. Ça va arriver, mais comme disait Victor, dans assez longtemps, et surtout dans son application. Là maintenant, sur quoi il faudrait se concentrer? Moi, là, depuis tout à l'heure, je défends bon an mal an la régulation. C'est une bonne chose à mon sens, dans le sens où il y a une sécurité juridique, on sait qu'il y a des règles, on sait à quelle sauce on va être mangé en tant qu'entreprise, d'accord, mais cette régulation, il faut qu'elle soit bien faite. Il ne faut pas que ce soit une régulation qui fasse fuir les acteurs. D'ailleurs, une régulation, si elle s'applique bien, c'est parce que les acteurs qu'elle régule ont assez de clients, et parce que plus un acteur a de clients, plus ces clients-là sont protégés par la réglementation auxquelles ces acteurs sont soumis. Et c'est là où il y a un vrai combat, à mon sens, à mener là dans les prochains mois et dans les prochaines années. La DeFi, pour l'instant, on a une espèce de sursis. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même la personne travaillant à la commission disait que ce n'était pas le moment, que même eux voulaient voir comment la technologie se développait. Là, il y a encore des questions sur Mika qui touchent aux acteurs, au développement des acteurs européens, qui pourraient les limiter dans leur développement, qui pourraient freiner l'innovation, ou alors des choses mal comprises sur l'environnement crypto sur lequel Mika pourrait se tromper dans la qualification. Il y a plein de questions à mener, et ça, ce sera le rôle des acteurs crypto, qui sont aux premières loges de ces combats-là, aussi de leurs conseils, des groupes d'intérêt qui représentent ces acteurs. Je pense notamment à l'ADAN, et d'ailleurs, Victor, tu as été élu cette semaine président du comité juridique de l'ADAN. C'est ce genre de structure qui sera aux premières loges pour essayer de porter la voix des acteurs pour dire d'accord, une régulation, mais proportionnée et au bon rythme. Donc voilà, ce sera ça qu'il faudra surveiller. Très bien, merci. Et Victor, du coup, félicitations. Je suis membre de l'ADAN aussi, donc du coup, on aura l'occasion de pouvoir échanger. Pareil, petit mot de la fin pour clôturer. Je vais devoir répéter ce qu'a dit Enguerrand. Une pause s'impose pour tout ce qui est réglementaire. Le rapport Draghi a été publié il y a quelques semaines et a dit de manière vraiment claire que l'excès de réglementation dans l'Union européenne est néfaste pour l'innovation, pour la compétitivité, pour l'investissement. Donc on a une réglementation MiCA qui est de très loin la plus détaillée, la plus globale, la plus exhaustive, mais on n'a pas de grands acteurs à taille mondiale dans le secteur crypto, à part certains qui sont plutôt positionnés sur l'infrastructure, mais on n'a pas de Binance, on n'a pas de Coinbase. Tous ces acteurs-là sont des acteurs étrangers. Et c'est indispensable qu'on comprenne que le simple fait d'avoir des règles très claires, très strictes, très cadrées, ne crée pas un marché et ne crée pas de l'investissement privé, ne crée pas de l'innovation. C'est en général plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne. D'abord un marché se développe, ensuite on commence à le réglementer. Mais la culture européenne, notamment au niveau de l'Union européenne, et on l'a aussi en France, c'est quand un sujet est nouveau, la question qu'on se pose, c'est comment le réglementer. Et en fait, les régulateurs étant payés à réguler ont une tendance à toujours produire de la norme de manière continuelle. Donc là, le grand message, et vraiment un message que l'ADAN va supporter à fond, c'est stop, on fait une pause, on prend 2 ans pour bien comprendre les règles qui maintenant sont applicables, on applique ces règles-là, et ensuite on voit ce qui se passe. S'il y a encore un écosystème crypto dans 2 ans, à voir, en fonction du marché, en fonction des déplacements à Dubaï des uns et des autres, là éventuellement on passera à MiCA 2 et on réfléchira à réglementer la DeFi, mais
la réglementation systématique, un peu permanente. On a fait MiCA 1, on commence à travailler sur MiCA 2, on aura fait MiCA 3, MiCA 2, on commencera MiCA 3. C'est pas gérable pour les entreprises qui ont besoin de stabilité et de prévisibilité. Très bien, merci beaucoup. Jérémy, merci. Bien, merci beaucoup. Et ben, je rejoins bien évidemment ce que vous dites. Et en tant que conseil, quand j'accompagne des projets Web3, j'en appelle effectivement à une sécurité juridique. Donc bien évidemment, plus il y a de réglementation, plus il y a de barrières à l'entrée. Mais en même temps, pour nous, conseils qui accompagnons des projets, on peut apporter véritablement un plan d'action et permettre pour ceux qui se donnent les moyens de se réguler et d'avoir une certaine sécurité juridique qui est indispensable en fait à tout développement de projet. Maintenant, de mon côté, c'est vrai que je m'intéresse particulièrement à cette finance décentralisée. Pourquoi ? Parce que ma conviction est que la réglementation qui apparaît tend véritablement à rapprocher la finance décentralisée telle qu'on la connaît aujourd'hui à la finance centralisée, avec encore une fois cette même activité, même risque, même règles. Et je pense, voilà, alors peut-être peut-être naïvement, mais peut-être que je me trompe, mais que la partie est déjà un peu jouée sur cet aspect-là et que je pense qu'il y a quand même toute une aventure à mener, tout un travail à effectuer sur justement qu'est-ce que la finance décentralisée avec la véritable décentralisation, parce que quand bien même le régulateur arriverait à réglementer cette partie, en tous les cas en visant ce que je parlais tout à l'heure des acteurs qui participeraient à des protocoles véritablement décentralisés, s'il y a une véritable décentralisation, le système aujourd'hui tel qu'il est constitué est incapable de l'arrêter. Véritablement, comment, en fait, qui est-ce qu'on attaque au niveau international, qui est-ce qu'on met devant une juridiction si on n'a pas les moyens de trouver la finance décentralisée, le smart contract empêche véritablement toute accroche. Voilà, et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir un véritable travail aussi pour accompagner les porteurs de projets dans cette direction, pour justement leur indiquer les meilleures pratiques, parce que en fait le système ne pourra pas les accrocher, donc on va devoir les protéger. Donc pour moi, c'est vrai que l'avenir se travaille dans ce qui n'est pas écrit finalement. Voilà, merci. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, pour les réponses à toutes ces questions et à la qualité de votre expertise. Merci beaucoup. Merci.